Pour accéder maintenant à un hôpital, et ça le Conseil constitutionnel l'a validé, quand il ne s'agira pas de soins urgents mais de soins programmés à l'avance, là pour le coup on pourra vous interdire l'accès si vous n'avez pas de passe sanitaire. Et ça, c'est quand même très problématique parce que là, en l'occurrence, pour protéger la santé, finalement, on risque de porter atteinte à la santé. Je pense que les motivations ont été doubles. La première motivation du Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel respecte le pouvoir à la fois exécutif et le pouvoir législatif. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel fait toujours très attention à ne pas trop s'immiscer dans les décisions politiques qui sont prises, en considérant qu'il n'a pas finalement à faire la loi à la place du législateur. Ce qui fait que dans beaucoup de cas, on peut avoir des décisions qu'on trouve extrêmement timides de la part du Conseil constitutionnel, mais qui s'expliquent aussi parce que le Conseil constitutionnel ne veut pas trop intervenir pour laisser un champ important aux politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez prégnant, qui est assez contestable aussi, parce qu'en termes de liberté publique, ça a des conséquences, parce qu'il y a des libertés publiques qui sont pas forcément assez protégé compte tenu de cette réserve, de cette distance que peut prendre le Conseil constitutionnel. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a aussi une forme d'utilité d'un point de vue démocratique, puisque ça évite que le champ du politique soit trop confisqué par le Conseil constitutionnel. Et puis la deuxième considération qui est absolument majeure, c'est la question sanitaire. Et dans cette décision, on a l'impression que finalement la question sanitaire a pris énormément de place et que les enjeux sanitaires sont de nature à justifier beaucoup de dérogations avec finalement un contrôle de proportionnalité sur certaines dispositions qui est assez limité. Pourquoi ? Bon, peut-être pour expliquer la façon dont le Conseil constitutionnel fonctionne. Donc le Conseil constitutionnel, il regarde, il y a un certain nombre de droits et de principes constitutionnellement garantis, donc ça c'est son rôle, mais ces principes en fait, on peut toujours les concilier parce que vous avez par exemple la liberté qui est constitutionnellement garantie, mais vous avez la santé, la protection de la santé qui est également constitutionnellement garantie. C'est un objectif qui est dans le préambule de 1946. Et le Conseil constitutionnel vient regarder systématiquement, quand il y a des grands principes comme ça, si jamais il y a un motif d'intérêt général qui justifie d'une certaine façon de déroger, et si c'est le cas, s'il y a une proportionnalité, c'est-à-dire si on n'a pas trop touché atteinte à la substance même du droit. Donc c'est un double degré. D'abord, est-ce qu'il y a un motif légitime qui justifie de déroger, de porter atteinte ? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une proportionnalité ? Et c'est sur la proportionnalité où finalement, il y a peut-être le plus à dire dans la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue. Je trouve que le Conseil constitutionnel, sur certains aspects, a joué son rôle. Et il y a quand même quelques censures, on reviendra dessus, qui sont importantes. Mais je trouve qu'en termes d'intensité du contrôle de proportionnalité, il a été sur certains points, il a été très ou trop timoré. Je pense qu'il y a des questions qui auraient mérité un contrôle plus approfondi. Je pense par exemple à tout le calendrier de déploiement de tout ça, c'est-à-dire que là on a des salariés qui, donc le texte est promulgué lundi, donc à partir de mardi seront soumis à une obligation soit d'avoir un pass, soit d'être vaccinés, soit d'être en mesure de produire des résultats de tests, et il faudra qu'ils aient des tests systématiquement qu'au moins de 72 heures, donc ils vont devoir concrètement être sans arrêt en train de produire des tests et sans arrêt en train de faire des tests. Avec finalement un délai qui est laissé, qui est extrêmement court. Et là-dessus, par exemple, je pense que le Conseil constitutionnel aurait été dans son rôle en disant « Attention, c'est beaucoup trop proche, c'est beaucoup trop rapide pour permettre aux salariés de s'organiser compte tenu des délais qui doivent être mis en œuvre. » De la même façon, je pense qu'on aurait pu avoir un contrôle un peu plus approfondi sur les types d'activités sur lesquelles il était possible d'imposer le fameux pass sanitaire. Là, on a finalement un champ extrêmement large et une marge d'appréciation énorme qui est laissée au préfet. Et peut-être là aussi, des garde-fous auraient davantage pu être posés. Donc, je pense que à la fois sur certaines questions, c'est assez classique la position qu'il a pu avoir, en disant oui, effectivement, le pouvoir politique pour des raisons de santé peut déroger, porter des limites à certains principes. Mais je trouve qu'il a
manqué de courage en n'allant pas davantage dans le détail pour voir et pour écarter certaines mises en application qui risquent d'être très problématiques. La question, en l'occurrence, c'est plus précisément, est-ce que, cas par cas, hypothèse par hypothèse, tout est justifié ? Et c'est là où c'est beaucoup plus soumis à débat. Pour les événements extérieurs, quand il n'y a pas une densité très importante, est-ce que c'est vraiment fondamentalement justifié d'imposer le pass sanitaire ? Pour des repas en terrasse, si on respecte ce qui était le cas avant, c'est-à-dire des tablées de 6 espacées, est-ce que c'est vraiment fondamentalement justifié ? Tout ça, ce sont des choses qui se discutent, qui doivent se débattre à la fois politiquement et aussi, dans une certaine mesure, juridiquement. Et il y a un point sur lequel, il y a plusieurs points sur lesquels c'est très problématique, le contrôle qui a été fait par le Conseil constitutionnel, et il y en a un tout particulier, qui est la question de l'accès aux soins. C'est-à-dire que pour accéder maintenant à un hôpital, et ça le Conseil constitutionnel l'a validé, quand il ne s'agira pas de soins urgents, mais de soins programmés à l'avance, là pour le coup, on pourra vous interdire l'accès si vous n'avez pas de passe sanitaire. Et ça, c'est quand même très problématique, parce que là, en l'occurrence, pour protéger la santé, finalement, on risque de porter atteinte à la santé. Et c'est extrêmement difficile de préjuger de ce qu'est l'urgence, alors même que finalement, la personne, on lui interdirait l'accès pour qu'un médecin apprécie finalement si c'est urgent. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des soins programmés, où au moment où vous les a programmés, on vous a donné un rendez-vous, c'était pas forcément urgent. Et le jour où vous vous retrouvez devant le médecin, là finalement, il voit des complications, ou j'en sais rien, qui sont urgentes. Donc interdire l'accès à un établissement pour être soigné pour un motif au prétexte qu'on n'a pas de passe sanitaire, ça c'est très problématique. Dans les apports de la décision, il y a ces deux censures, qui sont deux censures, et puis il y a quelques réserves qui là aussi pourront constituer des points d'appui. Sur le principe d'égalité. Donc ça, le principe d'égalité, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la saisine, et il y a des cas où ça aboutit à une censure, là notamment la question des licenciements, des ruptures anticipées de CDD, et beaucoup d'autres cas où ça n'a pas conduit à des censures. Le principe d'égalité, c'est regarder s'il y a des personnes qui sont dans la même situation, et le cas échéant, s'il y a un motif d'intérêt général qui justifie de traiter de façon différente. Là, s'agissant de la rupture des contrats, le Conseil constitutionnel, il voit quoi ? Il y a des salariés face à qui le texte prévoit d'exiger un pass sanitaire. Bon, d'accord. Et là, il voit qu'il y a des salariés qui sont en CDI, pour lesquels on estime que s'ils n'ont pas de pass sanitaire, il n'y a pas de motif de licencier. On ne doit pas pouvoir les licencier. On suspend juste le contrat. Et il y a d'autres catégories de salariés, qui sont les salariés en intérim, en contrat à durée déterminée, où là, on ne comprend pas pourquoi. Ceux-là, on estime que le fait de ne pas avoir de passe sanitaire, ça doit justifier une rupture de leur contrat. Et là, finalement, il y a une incohérence, parce qu'ils sont exactement dans la même situation, et on ne voit pas ce qui viendrait justifier que ces deux catégories de salariés ne soient pas traitées de la même façon, dont que le Conseil constitutionnel censure. Et ce qui est intéressant à l'occasion de ce débat-là, c'est que le Conseil constitutionnel va expliquer très clairement qu'il ressort des travaux parlementaires que le législateur n'a pas voulu permettre d'autoriser un licenciement des salariés qui n'ont pas de passe sanitaire. Donc là, c'est une réponse assez claire et assez franche aux propos d'Elisabeth Borne et d'un certain nombre de membres du gouvernement qui voulaient finalement qu'on puisse licencier les salariés et qui utilisaient cette menace-là pour essayer finalement de contraindre des salariés à se vacciner. Et la deuxième censure que vous évoquiez, qui là aussi est absolument majeure, c'est que le texte prévoyait que toute personne qui faisait un test PCR ou sériologique, j'en sais rien, qui avait un résultat disant qu'il était atteint du Covid, devait automatiquement s'isoler, mais de façon très stricte. Il devait signaler son lieu de résidence à la préfecture, et il devait pouvoir y avoir, il n'avait le droit de sortir qu'entre 10h et midi, encore pour des motifs rigoureusement énumérés, et la préfecture pouvait faire diligenter des contrôles au domicile entre 6h et 23h. Donc quelque chose d'extrêmement attentatoire, et vous pouvez avoir tout un tas de contraintes personnelles, rien n'était pris en compte, vous aviez simplement la possibilité de saisir le juge des libertés de la détention
si vous arrivez à vous renseigner pour vos droits, etc., dans le temps et à contacter un avocat éventuellement pour vous assister. Et le juge des libertés de la détention intervenait 72 heures plus tard. Donc, grosso modo, vous aviez déjà fait 3 jours comme ça à l'isolement avant qu'un juge puisse intervenir et venir éventuellement dire bon, il faut faire tel aménagement pour des contraintes familiales, personnelles, professionnelles, religieuses, politiques, j'en sais rien. Toutes les contraintes que vous pouviez avoir. Et là, pour le coup, le Conseil constitutionnel, et c'est absolument logique, considère que ce n'est pas possible d'imposer un tel isolement sans aucune individualisation et sans prendre aucunement en compte les contraintes que peuvent avoir les gens en imposant ce régime extrêmement dur. Et ça, c'est important. Et c'est assez intéressant de voir que le Conseil d'État, auquel le texte a été soumis, n'a strictement rien vu, parce que je pense que le Conseil d'État, dans cette période, ne joue pas son rôle et devrait avoir un contrôle beaucoup plus approfondi de ce qui est en train d'être fait. Et de façon assez asymptomatique, c'est assez amusant qu'ils aient validé le décret par rapport au pass sanitaire dans les établissements des 50 personnes, les cinémas, etc., alors même qu'à l'époque, la loi ne le prévoyait pas. Et le Conseil d'État vient rejeter les référés en disant il y a des circonstances exceptionnelles et comme la loi est en train d'être discutée, bon, c'est pas grave si c'est pas prévu par la loi. Donc il y a un vrai problème dans le contrôle des libertés publiques à l'heure actuelle. Donc ça sont les points de censure, mais dans cette décision, il y a aussi un certain nombre de réserves qui ont été apportées. Quelques réserves qui ne mangent pas de pain, mais autant les dire. Par exemple, sur le fait que dans le contrôle du pass sanitaire, on ne peut pas faire des contrôles discriminatoires. Bon, ça, je pense qu'il n'y avait pas besoin que le Conseil constitutionnel le dise, mais c'est important que le Conseil constitutionnel insiste sur cette question. Et il y a un autre point qui est assez important, parce que dans ce texte, les sénateurs ont introduit une disposition pour attaquer frontalement les étrangers. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'étrangers en centre de rétention et la machine continue à tourner, on continue à les expulser comme si de rien n'était. Et il y a des étrangers à qui on a voulu mettre des cotons-tiges dans le nez pour leur faire des tests pour pouvoir les faire monter dans l'avion, qui ont refusé de le faire. Et là, il y a une politique d'un certain nombre de parquets, qui est absolument scandaleuse, mais qui a consisté à prendre les étrangers, les faire passer devant un tribunal correctionnel en disant qu'ils mettaient en danger la vie d'autrui en refusant de faire un test PCR, comme si c'était pas le gouvernement qui avait cette responsabilité en disant de les monter dans l'avion. Donc, et vous avez eu malheureusement des condamnations d'étrangers au motif qu'ils refusaient de faire un test PCR, ce qui mettait en danger la vie d'autrui. Heureusement, de plus en plus, les contentieux sont montés, des cours d'appel ont été saisis, etc. Et de petit à petit, les juridictions sont en train de dire non, en fait, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir condamner des étrangers pour ce motif. Ce n'est pas une infraction pénale de refuser de faire des tests PCR. Et là, vous avez les sénateurs qui ont voté une disposition qui criminalise le fait pour un étranger de refuser de faire un test PCR, alors même qu'il s'agit d'un acte médical que finalement qu'on impose aux étrangers. Là, dans le texte, il y a une légère réserve qui est posée par le Conseil constitutionnel qui dit que seuls les tests PCR qui seraient refusés dans le seul but d'éviter l'éloignement pourrait être sanctionné pénalement. C'est une réserve assez limitée, c'est décevant, et c'est problématique qu'on accepte comme ça d'imposer finalement des examens médicaux sous des sanctions pénales, mais pour autant, c'est une réserve qui a le mérite d'exister. J'ai l'impression qu'en fait, ce texte, c'est un peu un texte de provocation. C'est-à-dire qu'il y avait une partie importante de la population qui était en train de se faire vacciner. Il y a une bonne partie de la population qui a des craintes, qui a des inquiétudes, notamment, je pense à la technologie de l'ARN messager, donc qui pour cette raison ne souhaitait pas forcément, avait des réserves, souhaitait se renseigner davantage. Et plutôt que de faire du boulot d'information, d'échange, de mettre en relation des professionnels de santé avec les gens qui ont des questions, au lieu d'avoir cette démarche finalement de pédagogie, le gouvernement arrive en disant « Moi, ce que je vais faire, c'est imposer tout de suite le pass sanitaire, et si vous ne le faites pas, vous allez avoir des conséquences absolument terribles sur votre vie. » Résultat des courses, il y a des gens qui se font vacciner par peur,
Résultat, il y a un certain nombre de créneaux de rendez-vous qui sont complètement bloqués. Il y a des endroits où on ne peut pas se faire vacciner avant septembre. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont complètement braquées et un niveau de tension dans la société qui est absolument énorme. Qui, à mon avis, aurait pu largement être évité si on avait décidé de continuer à faire le choix de l'information, de répondre aux questions des gens. Donc, il y a des tensions dans les entreprises. Et effectivement, il y a des menaces d'appel à la grève. Il y a des tensions partout. Il y a effectivement, et ça c'est absolument tragique, des pharmaciens qui ont été pris à partie. Bref, on est dans une situation explosive alors qu'à mon avis, on aurait largement pu l'éviter. Et ça, c'est malheureusement le moment où le texte va se heurter au réel. C'est-à-dire que là, on impose le contrôle du pass sanitaire par tout le monde, par tous les commerçants, etc. On impose à toute une grande partie des salariés d'avoir un pass sanitaire. Mais sauf qu'en pratique, ça va créer des tensions. Il y a des appels à la grève. Et puis, en fait, il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas les moyens de faire des contrôles de pass sanitaire, qui n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un qui va contrôler tous les abords de partout. Et puis, il y a aussi tout un tas de commerçants qui n'ont simplement pas les moyens de faire tourner leur commerce si jamais leurs salariés ne sont pas présents parce qu'ils ne peuvent pas être rémunérés. Donc on est en train de créer une situation absolument invivable pour un certain nombre d'entreprises et invivable pour beaucoup de salariés qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur rémunération, mais qui pour autant, parce qu'ils craignent la vaccination, ne veulent pas céder sur cette question-là. Et c'est là où finalement c'est assez compliqué, c'est que d'un côté on évite le licenciement, ça permet de préserver un certain nombre de contrats de travail et beaucoup de gens ne veulent pas perdre leur emploi, mais de l'autre côté il y aura des gens qui ne seront pas payés, qui ne voient pas comment ils vont pouvoir vivre pendant des mois sans être payés et qui n'auront pas le droit au chômage qu'ils auraient eu s'ils avaient été licenciés. Donc on est vraiment dans une situation assez insoluble, mais moi je vois tout de suite venir le coup où finalement, dans beaucoup d'endroits, les contrôles ne seront pas faits, où on fermera les yeux sur le fait que des salariés ou des clients n'ont pas de passe sanitaire.